Bonjour, merci d'être là aujourd'hui avec moi et de regarder cette nouvelle vidéo sur le thème du SIBO ou des SIBO et surtout des erreurs à éviter quand on souhaite se débarrasser de ce genre de problématique. Donc pour commencer, je vais juste vous redéfinir un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas justement, qui se demandent ce que c'est que le SIBO. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Donc, qu'est-ce que le SIBO? En fait, c'est une pullulation bactérienne qui se trouve dans l'intestin grêle. Il faut savoir que dans notre corps, donc, il y a des bactéries absolument partout, mais on va retrouver la plus forte concentration de bactéries au niveau du gros intestin. Donc c'est une zone vraiment de fermentation, alors que l'intestin grêle, lui, est plutôt une zone d'absorption, donc très peu de fermentation. Certes, il y a des bactéries, mais ce n'est pas l'endroit où elles sont censées être en grande quantité. Et donc quand elles commencent à se surdévelopper, eh bien ça fait, les bactéries font leur travail de bactéries, c'est-à-dire qu'elles fermentent, donc elles créent des gaz, et ces gaz qui vont se développer dans l'intestin grêle. Donc on imagine bien que pour le temps que ça s'élimine, il y a beaucoup de chemin à parcourir. Ça va créer des distensions de l'intestin, donc ça crée des ballonnements, des inconforts, c'est extrêmement désagréable. Donc le SIBO n'est pas une maladie, c'est plutôt une dysbiose, un déséquilibre de flore de l'intestin grêle. C'est un problème qui n'en est pas moins extrêmement gênant et pénalisant pour les personnes qui en souffrent. Les symptômes principaux vont être donc des gaz de façon importante, donc soit gaz, soit ballonnement, flatulence, enfin on les appelle comme on veut. Chez certaines personnes ça va être que des ballonnements, chez d'autres ça va être plutôt des gaz importants, associés souvent à un intestin irritable. D'après les spécialistes américains, ce serait la cause de 60 à 70% des syndromes de l'intestin irritable, voire plus selon certains. Pour moi, vu ce que je vois dans ma patientèle, je dirais bien 50-60% au moins, enfin du moins en France. Et ensuite, il peut y avoir aussi des troubles du transit, donc soit constipation, soit diarrhée, soit un peu alternance des deux. Mais pas de façon obligatoire. Il y a des personnes chez qui cela peut se traduire que par des ballonnements ou des gaz. Et puis, il peut y avoir aussi des symptômes annexes ou secondaires qui peuvent être le brouillard mental, souvent la fatigue chronique, des carences chroniques aussi, qui peuvent être en lien aussi avec la fatigue chronique. Et puis un stress, parce que l'intestin étant notre deuxième cerveau, quand ça ne va pas au niveau de l'intestin, ça se répercute sur l'émotionnel et inversement. Voilà, donc le SIBO n'est pas une maladie, il n'en reste pas moins que c'est un problème vraiment particulièrement gênant, handicapant pour les personnes qui le subissent au quotidien, parce que c'est vraiment une souffrance morale importante, en plus d'être une souffrance physique, parce que ça crée du stress, le fait de se voir avec des fois un ventre vraiment distendu, un ventre de femme enceinte à longueur de temps. C'est vrai qu'on va dire que son image personnelle en prend un coup, on commence à détester son corps et on n'ose plus aussi être en société, parce que on est dans une société où avoir des gaz c'est un peu tabou, avoir des gargouillis intestinaux c'est pas forcément très bien vu par les collègues de travail. Donc bref, même si ce n'est pas une maladie, il n'en reste pas moins qu'il est important de savoir ce que c'est pour le traiter et arriver à s'en débarrasser. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, notamment, c'est des erreurs les plus fréquemment faites en matière de SIBO. Donc attention, si vous pensez avoir un SIBO, attention à ça. Donc la première erreur, c'est ne pas se faire tester. C'est ne se fier qu'aux symptômes. Le problème, excusez-moi, j'ai un petit ordinateur qui me fait du bruit à côté. Le problème, c'est que les symptômes peuvent être assez... oui, les gaz, le problème de transit, l'intestin irritable, d'autres soucis peuvent être à l'origine de ces mêmes symptômes et n'auront rien à voir avec le SIBO. Une dysbiose au niveau du gros intestin peut aussi poser pas mal de problèmes de ce style.
des intolérances alimentaires ou plus particulièrement des hypersensibilités alimentaires médiées par les anticorps IgG, une candidose, un manque de digestion haute au niveau foie, estomac, pancréas. Tout cela peut créer des symptômes assez proches d'un SIBO. Donc ne vous fiez pas que aux symptômes pour dire j'ai un symptôme, je traite. Non, ça ne se fait pas comme ça. L'exemple le plus frappant, c'était une des premières personnes qui est venue me voir pour un SIBO. Ça faisait 10 ans qu'elle s'était auto-traitée pour un SIBO parce qu'elle était persuadée, effectivement, sur le papier, c'était à 100% sûr que c'était un SIBO. Sauf que les tests, elle en a fait 3. Et dans différents labos, avec différents gaz, etc. Et les 3 étaient bien négatifs. Il n'y avait pas de SIBO. Et en fait, on soupçonne que ce soit parti d'un déséquilibre de flore, d'une dysbiose au niveau du gros intestin, qui aurait pu au début se corriger un peu plus simplement en modifiant l'alimentation ou avec des probiotiques spécifiques. Mais en le traitant à la manière d'un SIBO, donc avec une alimentation plutôt stricte, sans FODMAP, en traitant avec des plantes ou des antibiotiques un peu costauds, et bien finalement ça a détruit la flore qu'il y avait et augmenté la dysbiose. Donc vraiment attention, il est vraiment important de faire ces tests et de ne pas les faire n'importe où non plus. Donc moi j'ai tendance à vous recommander ce que j'ai appris, et notamment à faire ces tests dans des laboratoires qui sont équipés de certains appareils qu'on appelle notamment la marque Quintron, qui est assez spécialisée dans ce domaine. Les labos qui font ça sont souvent des hôpitaux, voire certains laboratoires d'analyse. Il n'y en a pas énormément en France, donc renseignez-vous, je vous mettrai le lien en fin de cette vidéo pour savoir où les trouver. Ça peut aussi se commander si vous n'habitez pas dans une ville dans laquelle il y a un laboratoire qui le pratique, ou s'il y a un délai d'attente qui est beaucoup trop long, on peut aussi commander le kit pour le faire chez soi auprès de laboratoires allemands ou anglais. Et c'est aussi fiable. Le seul inconvénient, c'est que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Mais si tout ce qui était utile était remboursé, ça se saurait. C'était la petite anecdote. Donc voilà, première chose importante, surtout faites-vous tester pour savoir, 1, si vous avez un SIBO, et 2, lequel il s'agit. Parce que là encore, oui, il y a des symptômes. Le SIBO, il n'y a pas un SIBO, il y en a 3, hydrogène, méthane et sulfure d'hydrogène, donc H2S. En principe, le SIBO-hydrogène, c'est plutôt lié à la diarrhée, le SIBO-méthane, plutôt lié à la constipation, et le SIBO-H2S, soit constipation, soit alternance des deux. Bon, en pratique, c'est pas forcément des symptômes fiables, parce que j'ai eu des personnes avec un SIBO-hydrogène et plutôt de la constipation, et des personnes avec un transit tout à fait normal et 2 SIBO, hydrogène et méthane. Donc j'ai vraiment appris à mes dépens à ne pas me fier juste aux symptômes, mais à vraiment aller vérifier de quoi on parle, parce que bien sûr chaque SIBO se traite d'une manière différente. La deuxième erreur fréquemment commise, c'est de penser qu'on peut se débarrasser d'un SIBO juste en modifiant son alimentation, et notamment juste en appliquant une alimentation sans FODMAP. Erreur, parce que n'espérez pas affamer vos bactéries juste avec une alimentation sans FODMAP, surtout celle qu'on trouve chez nous en France. Il y a encore souvent beaucoup trop d'aliments qui contiennent encore des FODMAP qui sont conservés, et voire des aliments qui vont fermenter, des glucides fermentés cibles, qui peuvent continuer à alimenter d'autres bactéries. Donc non, vous n'allez pas affamer et donc faire disparaître les bactéries de votre intestin grêle juste avec une alimentation sans FODMAP. L'idée de faire cette alimentation sans FODMAP, c'est plutôt de les affaiblir pour diminuer vos inconforts, vos symptômes. Mais c'est tout. Si vous voulez, alors il y a des personnes qui vont rester comme ça pendant plus d'1 an sur une alimentation sans FODMAP, je dirais que c'est la pire erreur à commettre, parce que dès que vous allez retenter de remettre des aliments, souvent ça reflambe, parce que les bactéries sont toujours là, mais en plus c'est encore plus compliqué de les réintégrer, parce que pendant 1 an, les FODMAP sont aussi des fibres, des composés fermentés cibles qui sont aussi fermentés, et surtout fermentés
par les bactéries de votre gros intestin. Donc si vous appauvrissez les premiers au niveau du grêle, vous appauvrissez aussi votre flore au niveau du côlon. Or, c'est une flore protectrice que vous allez appauvrir, ce qui est plutôt gênant. Donc, on oublie. La seule exception à la règle, c'est la diète, ce qu'on appelle le régime élémentaire, excusez-moi, qui là est une alimentation stricte à partir de substituts de repas constitués essentiellement d'acides gras à chaîne courte, de sucre simple, d'acides aminés, donc que des molécules élémentaires qui n'ont plus besoin de digestion, qui vont être simplement absorbées au niveau de votre intestin et qui là effectivement vont venir complètement affamer votre flore au niveau de l'intestin grêle. Et donc pendant 15 jours à 3 semaines, il est possible de faire ce type de régime. C'est un petit peu compliqué à faire chez nous parce qu'il n'y a pas énormément de produits pour le faire et c'est aussi extrêmement coûteux. Mais dans certains cas, ça pourra être une alternative au traitement dont je vais vous parler après. Mais c'est vraiment la seule exception. N'espérez pas donc vous en sortir juste avec une alimentation sans FODMAP. No way. Troisième erreur, l'inverse, c'est de penser qu'on peut se débarrasser d'un SIBO juste en traitant soit aux antibiotiques, soit aux plantes, aux propriétés antibactériennes. Ça ne va pas marcher, vous allez juste faire flamber vos symptômes et en général vous allez avoir peu de chances de le supporter. L'idée de faire cette alimentation sans FODMAP, et moi je pratique plus particulièrement la diète, le régime biphasique tel que pratiqué par le docteur Jacobi. C'est une alimentation donc, qui va être très stricte au début, le but étant donc d'affaiblir les bactéries et puis de faire diminuer au maximum les symptômes. Et ensuite, on va réaugmenter légèrement, donc on va ajouter quelques aliments en plus pour que les bactéries, celles qui avaient pu se mettre en sommeil, puissent ressortir un petit peu le bout de leur nez pour qu'ensuite, derrière, on traite. Donc ça va permettre d'une part de ne pas avoir trop de symptômes, enfin de mieux supporter déjà le traitement, donc de ne pas être nous-mêmes affaiblis par cet excès de gaz et affaiblir un petit peu les bactéries. Donc c'est l'association des deux qui va vous permettre d'avoir une prise en charge du SIBO qui va être la plus efficace. La quatrième erreur, c'est d'espérer traiter tous les SIBO de la même manière. Ça ne marche pas parce que à chaque SIBO va concerner des bactéries différentes et donc chaque bactérie se traitera ou sera plus sensible à certains actifs qu'à d'autres. Notamment donc les bactéries qui produisent de l'hydrogène seront peut-être plus sensibles à la berbérine, au nîmes, à l'huile essentielle d'origan, à l'extrait de grenade. Les bactéries, ou plutôt les archées qui font du méthane, elles seront spécifiquement sensibles à la lysine, donc qui est un composé qu'on va retrouver dans l'ail. Attention, ne prenez pas de l'extrait d'ail, ça va contenir des FODMAP, ça va vous n'allez vraiment pas le supporter et ça ne sera pas assez dosé en alicine. Donc c'est vraiment la lysine qu'il faut aller chercher et ça on va plutôt le trouver aux États-Unis sous le nom Alimed ou Alimax. Ce sera les seuls produits, à ma connaissance en tout cas, qui vont contenir suffisamment d'alicine pour aller attaquer ce cibométhane. Un autre produit, ça peut être l'huile essentielle d'origan, et le dernier, ça va être un composé un peu différent qui s'appelle atrantil. Donc là aussi, c'est un ensemble de plantes qui ne va pas avoir pour but de tuer ces archées, mais plutôt d'arrêter la production d'hydrogène qui servent à nourrir les archées pour que derrière elles fassent leur méthane. Donc si ces archées n'ont plus l'hydrogène initial, du coup elles sont plutôt affaiblies aussi et puis elles vont diminuer au fur et à mesure en quantité. Et ensuite pour le dernier type de SIBO, là c'est encore différent déjà, ne serait-ce que par l'alimentation, parce que une alimentation sans FODMAP ne sera pas du tout adaptée pour traiter ce SIBO. Il faudra plutôt aller vers une alimentation au contraire végétarienne, donc pauvre en matières grasses saturées, pauvre en protéines, qui viennent un peu plus nourrir ce type de bactéries. Et le traitement, là encore, sera bien différent. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir de quoi on parle pour ensuite savoir comment le traiter derrière.
Et le dernier point, le cinquième, c'est se dire « Ok, je traite mon SIBO et puis merci, au revoir, j'ai fini ». Un SIBO, comme je vous ai dit, ce n'est pas une maladie, c'est pas un virus qu'on attrape un jour, qu'il suffit de traiter et puis hop, merci, on passe à autre chose. Hein, le SIBO, donc c'est une pullulation de bactéries au niveau de l'intestin grêle. Donc si ces bactéries sont venues dans cet endroit qui n'est habituellement pas un endroit de fermentation, c'est pas parce qu'elles ont vu de la lumière un beau jour qu'elles se sont dit tiens, si on allait s'installer là-bas. Pas du tout. C'est qu'elles y ont trouvé un terrain qui leur était favorable, des conditions qui étaient favorables. Donc si vous ne corrigez pas le terrain, si vous ne corrigez pas la cause, vous pouvez soigner votre SIBO, un mois après, il est de retour. Hein. Même cause, même conséquence. Donc vraiment, c'est essentiel de ne pas s'arrêter à traiter le SIBO, mais c'est vraiment de se concentrer sur le « Ok, pourquoi est-ce qu'il est arrivé là? Quelle est son histoire ?» Ça peut vous faire réfléchir un petit peu sur vous, sur votre hygiène de vie, mais c'est surtout que c'est important parce que c'est ce premier déséquilibre qui ensuite a fait cette conséquence, donc le SIBO. Donc parmi les causes derrière, les plus fréquentes derrière un SIBO, la première cause, c'est les troubles de la motilité intestinale. Et là, il y a encore beaucoup de sous-causes à tout ça. Donc le premier, un des troubles communs de la motilité est dû soit au diabète, donc les personnes diabétiques, attention, mais plus couramment, en tout cas plus couramment dans ma pratique, ça va être l'hypothyroïdie. Et souvent l'hypothyroïdie fruste. Je retrouve aussi beaucoup de cas de SIBO chez des personnes traitées au lévothyrox. Oui, il y a une hypothyroïdie qui est traitée, sauf que le lévothyrox ne traite qu'une partie du problème, ne donne que l'hormone T4. Si cette transformation T4 en T3 ne se fait pas, la T4 n'est pas une hormone active. Elle doit être transformée en T3 pour être active, et c'est cette T3 qui va venir agir au niveau du digestif, au niveau de l'intestin, pour la motilité, etc. Si la T3 n'est pas en quantité suffisante, il peut y avoir une hypothyroïdie alors que TSH et T4 sont OK, ou alors qu'on prend du lévothyrox à côté. Donc méfiez-vous, je vois beaucoup de personnes sous lévothyrox avec un SIBO, tout simplement parce qu'on s'arrête aux analyses classiques et on ne va pas plus loin, et du coup on passe à côté, on continue à être en hypothyroïdie malgré tout ça. Et donc s'il y a hypothyroïdie, il y a de la constipation qui peut se créer, il y a un ralentissement de la motilité, et du coup les aliments sont là, ils stagnent, hein, ça fait un petit peu embouteillage, et au bout d'un moment ça commence à fermenter là où il ne faut pas, et c'est parti. Notre trouble de la motilité peut aussi venir donc je vais y arriver, peut avoir pour cause première une grosse intoxication alimentaire. Donc les personnes qui ont une grosse épisode de gastro et qui commencent à avoir des symptômes arriver derrière et puis durer et augmenter dans le temps, posez-vous cette question, parce qu'il existe des bactéries qui sont plutôt problématiques, donc des Escherichia coli, Shigella, Salmonella et autres, qui peuvent, donc on les absorbe par des aliments qui vont être qui vont être intoxiqués. Ces bactéries dans notre intestin vont commencer à sécréter des toxines, donc qui nous rendent malades. Le corps vient réagir, bien sûr, il envoie ses anticorps contre ces toxines. Le problème, c'est qu'il y a une partie de la toxine, donc un antigène en fait de la toxine, qui ressemble fort à ce qu'on va retrouver, un même motif qu'on va retrouver sur la vinculine, donc qui fait partie de notre système migrant-moteur, donc un système, on va dire, de ce que j'appelle un peu de nettoyage en place, hein, donc un système qui permet de nettoyer notre intestin. Et du coup, le corps, en se défendant contre ces toxines, vient aussi attaquer la vinculine, et donc vient aussi attaquer ce complexe migrant-moteur, qui fait qu'au fur et à mesure du temps, ce complexe, donc ce système de nettoyage en place, va devenir déficient, et donc les aliments vont stagner, les déchets vont stagner, et ça va faire des fermentations. Donc souvent, généralement, ce type de cause se traduit par un SIBO à hydrogène, et il est assez problématique à soigner parce que là on part d'un problème qui peut difficilement être résolu, si ce n'est en prenant des prokinétiques, donc des plantes qui vont venir activer
la motilité intestinale. Mais ça reste moins efficace que notre système, on va dire notre système normal de nettoyage, et c'est au fur et à mesure on peut aussi développer une sorte de résistance, ou en tout cas le corps est de moins en moins sensible à ces prokinétiques. La deuxième cause après la motilité, les problèmes de motilité intestinale, ce sont les problèmes d'insuffisance au niveau digestif, notamment d'insuffisance au niveau de la digestion haute, estomac, pancréas, foie. Si la digestion ne se fait pas ou se fait très mal en haut, ça commence déjà à fermenter dès l'estomac, et donc on envoie à notre intestin des aliments qui vont continuer de fermenter, et donc ça peut créer justement cette dysbiose au niveau de l'intestin grêle, ou juste une dysbiose au niveau du côlon, mais dans tous les cas ça se termine souvent par un déséquilibre de flore. Donc les personnes qui ont tendance à avoir du reflux, qui ont tendance à avoir des lourdeurs au niveau de la digestion, une digestion lente, attention, posez-vous des questions. Donc si l'estomac n'est pas assez acide, ça peut faire du reflux. Souvent, pas de bol, on les traite aux IPP, donc aux antiacides, ce qui termine d'enlever encore l'acidité. Donc comme ça, c'est super, il n'y a plus rien qui se digère. Ça fermente puissance 10 dans l'estomac. En plus, le manque d'acidité, si on le prend, encore une fois, si c'est sur 15 jours, 3 semaines, c'est pas grave. Si c'est sur 3 mois, 3 ans, votre manque d'acidité chronique fait aussi qu'il y a des choses qui sont plus absorbées, au passage, mais qu'il y a des bactéries, des levures et autres qui devaient être tuées dans l'estomac, qui ne le sont plus, et qui finissent donc dans l'intestin, et qui viennent donc participer un peu à cette population bactérienne. Attention aussi chez les gens qui ont des soucis de foie, à qui on a enlevé la vésicule biliaire, sans, encore une fois, traiter le problème de base, donc corriger l'alimentation ou essayer de travailler sur la qualité de cette bile. En enlevant la vésicule, on corrige souvent pas le problème, on fait que arrêter le symptôme, et on continue d'avoir une bile qui est de très mauvaise qualité, et qui donc ne va pas va mal faire la digestion du gras, et donc ça peut aussi créer des déséquilibres de flore. Donc attention à tout ça, c'est souvent des choses que je retrouve là encore, et donc il est vraiment important de soutenir la digestion haute et de la relancer pour qu'on puisse espérer se débarrasser de ce SIBO. L'insuffisance digestive peut aussi être liée fortement au stress. De toute façon, le stress, je dirais, c'est une composante essentielle dans les SIBO. Certes, le fait d'avoir des désagréments intestinaux, comme je vous ai dit, ça peut créer du stress et ça peut poser problème au niveau émotionnel, mais il y a aussi une forte prédominance de gens qu'on va dire stressés chroniques, stressés de nature, même s'ils ne le ressentent pas comme du stress. Pour eux ça peut être juste « ah ben non, je suis speed, il n'y a pas de problème ». Oui, t'es speed, mais ton corps, pour lui, c'est du stress. Donc oui, le stress, effectivement, attention, parce que ça peut vraiment venir impacter cette digestion, cette efficacité de la digestion, voire créer de la constipation, et donc être une cause sous-jacente importante du SIBO. La dernière chose, une des dernières causes fréquentes, c'est l'utilisation de certains médicaments, donc les IPP notamment, certains opioïdes, certains antidépresseurs tricycliques peuvent créer aussi des déséquilibres digestifs, donc soit de la constipation, soit dans le cas des IPP, un manque de digestion haute qui derrière pénalise la digestion, peut créer des ballonnements et donc peut être à l'origine du SIBO. Donc vraiment, si vous avez un SIBO, faites attention aux médicaments que vous prenez, et il va falloir essayer de les remplacer en tout cas, ou de s'en passer, peut-être en travaillant sur différemment. C'est vrai que les IPP, c'est difficile, ça peut être difficile de s'en passer, parce que le SIBO lui-même crée des gaz qui viennent enflammer l'estomac, et donc qui peuvent refaire flamber une gastrite. Donc dès qu'on enlève les IPP, hop, la gastrite revient. Donc effectivement, il y a des plantes qui peuvent aider pour réparer cette muqueuse intestinale, en même temps que la prise d'enzymes pour au moins assurer un minimum de digestion, mais c'est un équilibre qui est délicat à trouver et qui peut être compliqué.
Donc voilà, je termine là. Pour vous rappeler donc les 5 points évoqués, hein, donc les 5 erreurs à ne pas commettre. La première, c'est ne pas se faire tester, donc ne pas faire de test respiratoire pour valider son SIBO et lequel. Le deuxième, espérer se traiter juste en modifiant son alimentation et notamment juste avec une alimentation sans FODMAP. Le troisième, au contraire, c'est espérer guérir juste en partant sur un traitement naturel ou chimique, mais juste sur le traitement sans modifier son alimentation. Le quatrième, donc, c'est essayer de traiter les SIBO de la même manière. Et le cinquième, c'est traiter son SIBO sans s'occuper de la cause. Donc voilà, tout ça, des petites choses qui, j'espère, vous aideront dans votre cheminement vers l'équilibre. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.